Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger un sujet de physique qui est récemment tombé au bac. Le sujet il porte sur de la mécanique, où on va étudier le curling, qui est un sport pratiqué sur glace. Le principe, c'est le suivant. Un joueur va lancer une pierre qui se déplace sur une surface spécialement préparée, recouverte de ce qu'on appelle des micro-aspérités, qui vont induire une certaine rugosité sur la surface, donc sur la glace, qui va donc générer des forces de frottement qui vont ralentir la pierre et influencer la courbure de sa trajectoire lorsque celle-ci est mise en rotation, lorsqu'elle est lancée. Après le lancer, les coéquipiers du joueur ils vont balayer la glace, comme on le voit donc sur la figure de droite, donc de la figure 24, qui va donc ce frottement-là, ce balayage, il va permettre de chauffer légèrement la surface et donc de modifier certaines propriétés physiques de la glace. Donc ce frottement-là, il va favoriser une modification locale du coefficient de frottement qu'on note dans l'exercice mu. Et donc ça va influencer à la fois la vitesse et la trajectoire de la pierre. Donc, ça peut paraître assez étonnant quand on lit l'exercice de voir que dans la modélisation, on suppose que la trajectoire de la pierre est rectiligne, alors que le sujet s'intitule le curling, qui donc justement est une donnée pour qualifier la trajectoire un peu non rectiligne finalement de la pierre due à ces aspérités-là. C'est précisément tous ces effets-là qu'on va chercher à étudier au cours de cet exercice-là. On va également chercher à faire ce qu'on peut appeler un peu de modélisation, même si elle est imposée par l'énoncé, de manière très très simplifiée. Et on va utiliser les lois de la mécanique au programme de terminale de spécialité physique et sciences de l'ingénieur. Globalement, ça va être de la seconde loi de Newton, application de la seconde loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique, et application du théorème de l'énergie cinétique. L'objectif des trois premières questions va être de te guider dans la rédaction du principe fondamental de la dynamique, ou deuxième loi de Newton, qui va nous permettre ici de remonter à deux paramètres cinématiques du système, que sont l'accélération et la vitesse. Dans la première question, on va te demander de réaliser le bilan des actions mécaniques extérieures. Ici, on se retrouve dans le cadre de la physique du point, la mécanique du point, donc on va simplement faire un bilan des forces, l'inventaire des forces qui s'appliquent à notre système. Et on t'aide pas mal puisque l'énoncé précise qu'il n'y en a que 4. Et aussi, la description du texte, combinée à une infime réflexion physique, si on peut appeler ça réflexion, va nous permettre de l'identifier assez facilement. La première force qui intervient évidemment, c'est le poids, pour maintenir la pierre en contact avec le sol. Mais cette force-là ne peut pas intervenir seule, puisque s'il n'y avait que le poids, la pierre s'écraserait sous terre. Donc il y a forcément une réaction du sol, donc ici de la glace. Ensuite, on te précise que le joueur lance la pierre en exerçant une force notée F estimée à 35 newtons. Et on te précise que, et on l'a vu également dans le premier descriptif là qu'on a fait, que donc la rugosité de la glace, de la surface, induit des frottements qui suivent un modèle de Coulomb, ici on ne te dit pas, à la limite du glissement. On te donne ici uniquement que F est égal à mu Rn, donc je te précise que ça, c'est un modèle de Coulomb lorsqu'on se place à la limite du glissement. Donc, on peut maintenant déterminer les différentes normes en faisant attention au respect du nombre de chiffres significatifs, c'est fondamental, puisque quand on calcule la norme du poids, mg évidemment, à la calculatrice, on trouve 196 newtons. Or, le sujet, quand il nous écrit que F est égal à 35 newtons, il nous impose d'utiliser deux chiffres significatifs, et donc c'est pour ça que j'ai arrondi à 2,010 puissance 2 newtons. Pareil pour la réaction du sol, puisque les forces à la verticale se compensent parfaitement. La pierre translate dans la direction X. Les frottements suivent une loi de Coulomb du type mu égale Rn. Donc on connaît Rn 2,010 puissance 2 newtons. Donc on en déduit, en connaissant mu qui vaut 0,020, que mu Rn, donc F, est égal à 3,9 newtons. Donc si on s'intéresse maintenant à la question 2, où on va chercher à reproduire sans souci d'échelle, plutôt à représenter les forces extérieures que nous avons identifiées précédemment. On va réaliser un schéma, plutôt s'appuyer sur le schéma qui nous était proposé dans le document réponse, du bilan des forces appliquées à la pierre en faisant apparaître donc le poids. Comme on l'a dit précédemment,
qui donc s'applique, ça on ne l'a pas dit, mais évidemment, il s'applique au centre de gravité de la pierre dans la direction donc, verticale descendante. Donc, ça, c'est le poids. On va retrouver également la réaction normale qui part du sol, de la glace, et qui compense parfaitement le poids, donc Rn. Donc attention, hein, elle part du sol, cette force-là ne part pas du centre de gravité. Donc, il pourrait y avoir ici un point qu'on appellerait le point A. Ah, c'est pas malin le point A parce qu'on verra que le point A il intervient plus tard dans l'énoncé. Je vais plutôt l'appeler I, ce point. On va ensuite retrouver également la force, évidemment, donc, due au lancer du joueur, donc F, qui s'applique au niveau de la main du joueur. Donc, un point qu'on va appeler le point B. Et on va retrouver également la force de frottement, petit f, qui s'oppose au mouvement et qui part du sol. Alors attention, hein, on retrouve souvent des schémas où toutes les forces partent d'un même point. J'ai vu ça dans des copies rédigées par des enseignants. Mais on peut retrouver du coup chez les élèves également. Donc ça, c'est une faute, une erreur grave. Donc là, on est en mécanique du point. Donc à la rigueur, c'est pas grave. On va faire des théorèmes de résultante. C'est-à-dire qu'on va écrire des équations uniquement sur les efforts. Mais en fait, les lois de la dynamique, les lois de la mécanique, c'est plus fort que ça. Ici, cette épreuve-là, elle est tirée par exemple du bac de physique pour l'option sciences de l'ingénieur. Et en sciences de l'ingénieur, vous le savez, vous avez également d'autres actions mécaniques qui sont les couples, donc les moments. Et les moments, si on écrit toutes les forces en un même point, eh ben, on va vite dire n'importe quoi. Donc attention, c'est complètement faux de faire partir toutes les forces du centre de gravité ici. Ça n'implique pas d'erreur au sens donc, ici mathématique, puisque on va retrouver les bonnes équations même si on se trompe sur le schéma, mais dans d'un aspect plutôt de compréhension physique de ce qui se passe, et ben ça c'est faux. Donc faites attention à ça. Ok. Donc maintenant, on va s'intéresser à la question 3 où on va chercher à appliquer la deuxième loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique. Cette question-là, c'est la question qui est un peu calculatoire dans le sujet, avec la question 5. Et dans la question 4, ensuite, il fallait faire preuve un petit peu d'initiative, si on peut appeler ça ainsi, hein, évidemment. Ça, c'est pas vraiment une initiative, mais bon, il fallait un peu réfléchir par rapport au reste du sujet, enfin, je trouve. Attention, j'en profite également pour faire un point de rappel, ou plutôt t'avertir sur le fait qu'il fallait bien lire la question, hein, puisque c'est la question 3. Il y avait une deuxième partie dans la question, une sous-question, entre guillemets. On te demandait de déduire de l'accélération que tu venais de trouver la nature du mouvement de la pierre durant cette phase. Et on retrouve souvent des copies où l'étudiant fait une démonstration correcte, et puis dans l'euphorie du résultat, il va oublier la sous-question. Fais attention à ne pas faire partie de ce genre de lecteurs, cette catégorie de lecteurs. Pour écrire proprement la deuxième loi de Newton, on commence par rappeler le système qu'on étudie. Donc ici, c'est la pierre. Ensuite, on fait le bilan des forces, donc BDF. Je me suis autorisé l'approximation, l'abréviation plutôt BDF, déjà parce que je l'avais précisé plus haut, hein, mais sur une copie, hein, tu dois bien écrire bilan des forces. Et puis si ensuite tu veux utiliser une abréviation, eh bien, tu la notes à côté, et puis tu déroules comme ça. Donc, le référentiel de travail, on précise toujours un référentiel quand on travaille en mécanique, et encore plus quand on utilise les lois de Newton, on précise que notre référentiel il est supposé galiléen. Ici, on choisit le référentiel terrestre, que l'on suppose galiléen, bien évidemment. Donc, pourquoi on a le droit de supposer ce référentiel comme étant galiléen? Eh bien, on justifie ça par le fait que, à l'échelle de l'expérience, donc du jeu, eh bien, les effets dus à la rotation de la Terre sont négligeables et donc que le principe d'inertie va être vérifié. Ensuite, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique. Je te rappelle que tu dois choisir un axe de projection pour appliquer une loi de Newton. Ici, on va chercher à écrire l'accélération. Donc, on va projeter dans la direction X, puisque c'est l'axe, enfin, c'est plutôt la direction du mouvement. Donc, j'écris, ouais. J'écris le principe fondamental de la dynamique en projection sur X. Qu'est-ce que je retrouve? Je me fie à mon schéma. Je vais retrouver dans la direction X
Donc avec un signe plus, attention, je vois qu'il fait une erreur grave, ça aussi c'est grave, hein. Oublier un vecteur, c'est une faute vraiment à ne pas faire. Donc on voit que le vecteur f est dans la même direction que x, donc on va écrire, et d'ailleurs, bon, ici je pense que le sujet on voulait qu'on écrive plutôt dans la direction i. Moi je l'ai réécrit, donc ici il faudra un vecteur. Donc i, on va faire comme s'il n'existait pas. Hop. Voilà. Ok. Donc, projection dans la direction x. F est dans la même direction que x, donc il est avec un signe plus. Moins petit f, puisque f est opposé à x, est égal à la masse fois l'accélération. Ok. Ensuite, on va pouvoir dire donc, que l'accélération est égale à f moins petit f sur grand M. Donc, qui est équivalent vectoriellement à vecteur accélération égale à f moins petit f sur petit m dans la direction x. Relation vectorielle qui nous était demandée par le concepteur du sujet. Et donc c'est ce qui est attendu par le correcteur. Ok. Et enfin, on n'oublie pas de conclure que le mouvement est un mouvement du coup de translation rectiligne, comme c'était imposé par le sujet, uniformément accéléré. Pourquoi uniformément accéléré, hein, puisqu'on voit qu'ici on n'a que des constantes, f est connu, petit f est connu et m est connu, et donc c'est un mouvement uniformément accéléré. J'ai écrit ça comme ça, mouvement de translation rectiligne uniformément accéléré, MTRUA. Sur une copie, il faudrait faire une phrase pour rédiger d'une manière correcte et rigoureuse. Maintenant que nous avons l'expression de l'accélération, c'est ici qu'il fallait un petit peu réfléchir, hein, légèrement, attention, on se demande comment obtenir la vitesse à partir de l'accélération. Évidemment, on va procéder par intégration en veillant à bien traiter les constantes ou la constante ici d'intégration. Donc on va utiliser le fait que a est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Or, a est égal à f moins petit f sur m dans la direction x. Donc par intégration, je fais ce symbole là, par intégration, on a que v c'est égal à f moins petit f sur m fois t1 plus v0 qui est la vitesse initiale et le tout dans la direction x. Ok. Sauf que la vitesse initiale étant nulle, puisque le lanceur a lancé sa pierre à vitesse initiale nulle, on en déduit que en remplaçant t1 par 0, t1 qui est le temps initial, on a v0 qui est égal à 0, et donc je barre v0, et donc v est égal à f moins f t1, parenthèse évidemment, divisé par m dans la direction x. Et j'encadre mon résultat pour le mettre en valeur devant mon correcteur. D'ailleurs ici, on pourrait souligner ça pour mettre en valeur également le fait qu'on avait bien vu la question. Ok. Donc, ce qui peut être intéressant maintenant, hein, donc, ici c'était pas demandé dans l'énoncé, mais pour nous, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle nous dit cette équation. Parce que c'est bien beau en fait d'écrire des relations mathématiques, mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, on voit que la vitesse, elle dépend d'une différence entre la force de poussée du lanceur et la force de frottement F. Ensuite, on voit que du coup, la force exercée par le joueur, plus elle est grande, plus la pierre accélère rapidement au départ. Mais à l'inverse, que plus les frottements, eux, vont être importants, plus l'accélération va être faible, ce qui va correspondre à une pierre qui ralentit d'une manière plus ou moins vite sur la glace. On remarque également que le rôle du coefficient de frottement mu, puisque en fait, si on remplace F par la relation de Coulomb mu égale F égale à mu Rn,
eh ben, on va pouvoir remarquer que plus on va avoir une surface rugueuse, plus on va augmenter les frottements, ce qui va diminuer la vitesse de la pierre et donc réduire sa portée. Dans les deux prochaines questions, on va supposer que les frottements sont inchangés, donc que les joueurs ne balayent pas la glace. On va chercher à déterminer où va s'immobiliser la pierre. Pour cela, donc, je parle des questions 5, de la question 5 et de la question 6, pardon. Eh ben, on va te demander d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique en utilisant la notion de travail d'une force. Et, donc voilà. Parce que le théorème de l'énergie cinétique, si tu veux, il a plusieurs formes. Donc, il a sa forme dérivée, qui va intervenir les puissances des efforts. Et on a également sa forme donc, sous la forme du travail d'une force. Et donc là, on fait intervenir la variation d'énergie cinétique. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est en s'appuyant sur ce schéma-là, on va représenter un point A, puisqu'on dit que le point O, c'est le point de démarrage, donc le point de lancer. Donc, on prend comme origine le point O, donc le point A que l'on place ici va être distant du point O d'une grandeur D, qu'on va repérer ici. Ok. Ensuite, donc on nous demande la relation à établir, mais soit, c'est pas grave. Donc on va dire que ben, l'énergie cinétique au point O, elle va être égale à 1 demi de mv au carré. C'est l'énergie cinétique donc, au démarrage, donc elle dépend de la vitesse V0, pardon, V0 qu'on a déterminé tout à l'heure, hein, VO. C'était pas malin d'ailleurs d'avoir écrit VO ici évidemment, hein, ce que j'appelle ici c'est V0. On ne va pas confondre avec VO. Donc ça c'est un peu idiot ce que j'avais écrit tout à l'heure. Mais bon, on s'est compris. VO, V0, bref. V0 vitesse initiale, VO vitesse au point O. Donc au moment du lancer. Ok. Donc la vitesse au point O. Donc tout à l'heure, comme on est encore en fait dans la question 4, on va dire que VO. Donc VO est égal à F moins petit f sur M. On parlait de bien lire les questions tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc la vitesse au point O, c'est celle-ci. La vitesse au point A, puisque c'est l'arrivée de la pierre, et ben, c'est la position finale de la pierre, et ben, la vitesse au point A, elle est nulle, et donc l'énergie cinétique au point A est nulle. Finalement, comme je te rappelle que le théorème de l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, pardon, l'énergie mécanique, c'est un autre théorème qui va intervenir le travail des forces non conservatives cette fois-ci. Donc, on te dit donc à la question 5, donc, le travail, donc plutôt la variation d'énergie cinétique est égale aux travaux des forces extérieures. Ça, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc, EC à l'arrivée moins EC au départ est égal, c'est la somme des travaux des forces extérieures, hein, donc est égal donc, au travail de F plus le travail de petit f plus le travail de P plus le travail de Rn. Jusque-là, on est d'accord. On va voir qu'on peut simplifier grandement cette équation-là. Mais on peut dire également que ECA, du coup, vaut 0, que EC en haut vaut 1 demi de MV au carré. Donc, on a par équivalence donc 1 demi de MV avec un moins au carré qui est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Sauf que après lancer, et c'est une remarque importante, les forces ne sont plus les mêmes, puisque la force exercée par le joueur n'agit plus sur la pierre. Une fois celle-ci lâchée, évidemment, hein, la force, elle va perdre le contact avec la main du joueur. Et donc la pierre n'existe que pendant, enfin, le contact peut exister que pendant la phase de poussée. Donc dès lors que l'on va libérer la pierre, dès que le joueur va lancer la pierre, il ne va plus y avoir de contact mécanique entre le joueur et le système qui est la pierre, et donc on va perdre ce travail-là. On ne va plus avoir d'influence. Donc WF égale à 0. Ensuite, je te rappelle que le travail d'une force, c'est F scalaire dl, et que le produit scalaire entre deux vecteurs orthogonaux donne un nombre scalaire nul. Or, P et Rn sont orthogonaux
au mouvement. Donc, P est orthogonal au mouvement et Rn est orthogonal au mouvement. Donc, P et Rn ne travaillent pas. Donc, il nous reste uniquement WF. Et WF, c'est très très facile à calculer. Hein. Le produit scalaire, ça va être F scalaire dl. Et donc, moins F. Donc, F donc moins f dans la direction x, scalaire d dans la direction x, donc moins f fois d. Donc on retrouve moins f fois d, on est content d'avoir un signe moins, puisque ça va compenser le signe moins de l'énergie cinétique au point O. Ok, donc on travaille toujours par équivalence, et on dit que d, ça va être égal à m v0 carré sur 2f. Or, f est égal à mu Rn, donc d est égal à m v0 carré divisé par 2 mu Rn. Donc, voilà l'expression de d. Ce n'est pas exactement celle qui était demandée dans l'énoncé. Je réorganiserai plus tard mes figures pour les questions suivantes. Mais par application du principe fondamental de la dynamique, cette fois-ci dans la direction y, or, le PFD dans la direction y, donc en projection sur y, est en fait un principe fondamental de la statique, hein, un cas particulier du PFD, donc nous dit que Rn moins le poids qui est égal à mg est égal à 0. Et donc que Rn, si et seulement si, Rn est égal à mg. On en déduit deux points que d c'est égal à m v0 carré sur 2 mu mg. Donc que d c'est égal à v0 carré divisé par 2 mu g. Et on retrouve bien la relation attendue par le correcteur. Donc on encadre le résultat évidemment. Ici aussi on peut encadrer le résultat d'ailleurs. Et donc pour conclure cette question-là, on peut faire l'application numérique qui était demandée. Donc l'application numérique, donc, qui nous dit que d est égal à v0 carré. Donc v0, qu'est-ce que v0, il fallait le calculer v0. Est-ce qu'on n'avait pas respecté la consigne? Et bien voilà, c'est vraiment intéressant du coup que ça ne soit arrivé. Hein. V0, donc il nous manque l'application numérique. AN V0. V0 c'était égal à quoi? Et ben on va aller rechercher dans l'énoncé les grandeurs. Hein. V0 f mon petit f sur mt1, on retient. Donc, grand f c'est 35, moins petit f qui vaut 3,9 et m vaut 20 kg, 2,0. Ok. Donc on va avoir 35. Pour être parfaitement rigoureux, en fait, il faudrait écrire 35 moins, donc c'était 0,02 le coefficient de frottement de mémoire, fois 20 fois 9,8 mu mg pour Rn divisé par 20 fois 2. Donc ça, si on le tape à la calculatrice, ça nous donne, donc avec deux chiffres significatifs, 3,1 mètres par seconde. Voilà un résultat important. J'ai pas la place pour encadrer, donc je surlis. Ok, donc maintenant qu'on a que V0 vaut 3,1 mètres par seconde, pour être parfaitement rigoureux, en fait, on devrait réécrire cette expression-là pour avoir l'expression vraie pardon, de D. Je t'encouragerais plutôt moi à réécrire donc V0 sur cette forme-là
est divisé par 2 mu mg. Ici, je ne vais pas le faire pour aller vite et juste avoir l'ordre de grandeur. Donc, on va dire que 3,1, c'est 3,1 au carré, divisé par 2 fois 0,02 multiplié par 9,8. Et ça va nous donner 24,6 mètres. Voilà, je te disais qu'il fallait bien lire le sujet. Je me suis fait avoir par ma propre écriture du sujet. Pour la question 6, on te demande de montrer que le résultat obtenu précédemment est cohérent avec la courbe de la figure 26. La figure 26, je pense plutôt que c'était la courbe de la figure 25, ici. Ça, c'est moi qui ai mal recopié, figure 25, puisque là, on est dans le cas pas de frottement. Pas de frottement modifié par les joueurs, pas de balayage plutôt. Pas de frottement, il y a des frottements justement. Il n'y a pas de réduction de frottement, c'est ce que je voulais dire. Donc, on propose sur la figure 25 le résultat d'une simulation où les joueurs ne balaient pas, et on te demande donc de comparer ce résultat-là avec la question 5. Donc, on observe que la distance atteinte est d'environ, si on lit bien 24,5, on est pile au milieu donc, du quatrième tiré, donc on est à 24,5 mètres, et donc on est proche de la valeur trouvée précédemment qui est 24,6 mètres. Ça c'est rassurant, avec l'erreur de mesure on doit être au même résultat. Donc, mais ça, qu'est-ce que ça nous indique? Donc, je ne l'avais pas précisé, mais c'est écrit dans le sujet initial, donc je me corrige en même temps. Mais on te disait que pour atteindre la cible et donc gagner, entre guillemets, il fallait se rapprocher le plus possible de 28,35 mètres. Et donc, on peut dire qu'ici, on n'y arrive pas. On n'est pas proche des 28 mètres, en tout cas, des 28,35 non. Et bien, donc, il est nécessaire de balayer pour essayer de se rapprocher de la cible. En tout cas, c'est une hypothèse. Donc, dans la question 7, ce qu'on te dit, donc voilà, la question 6 et question 7, je vais les faire à l'oral directement. Et donc, dans la question 7, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que maintenant, les joueurs balayent une partie de la piste. Et donc, pour prendre cela en compte, on adapte le modèle et on obtient le graphe ci-dessous. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que sur la figure, cette fois-ci 26, le balayage a été effectué à 2 reprises, comme il nous est dit dans la question, et qui permet d'atteindre à peu près 28, voire un peu plus. Donc on pourrait estimer que c'est la valeur souhaitée. Il atteint un peu plus de 28 mètres. Donc ça rapproche donc le joueur de son objectif. Et donc on peut conclure que le balayage a donc des effets positifs sur donc les performances des joueurs. Et ensuite on nous demandait, dans un premier temps d'ailleurs, d'estimer les positions des zones où de la piste où les joueurs ont balayé. On voit clairement qu'il y a un changement dans la tendance de la courbe entre donc je dirais 17 et 19 mètres et entre 24 et 26 mètres.